Vendredi 15 septembre 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition et je vous invite de le suivre jusqu'à son terme. Tout de suite, dans les informations de ce jour, la distribution des cartes électorales se fera jusqu'au 25 octobre 2023. Selon la CENI, des agents feront du porte-à-porte à cet effet, mais les citoyens peuvent également récupérer les leurs directement auprès des bureaux de Foukountagne. Les contrôles sont obligatoires pour prouver qu'un citoyen a reçu sa carte électorale. Les détails avec Céline Khalilante. La distribution des cartes électorales a déjà commencé et chaque circonscription de la capitale les a déjà reçues la semaine dernière, selon les informations. Les 6 districts d'Antananarive comptent 80 000 électeurs enregistrés dans le fichier électoral. La distribution de ces cartes électorales prendra fin le 25 octobre. 5 à 7 agents dans chaque secteur seront chargés de les distribuer. Et après que chaque citoyen ait reçu sa carte électorale, une vérification est obligatoire pour le prouver, selon les informations. Les citoyens auront 2 choix pour récupérer leur carte électorale. Des agents de la CENI effectueront du porte-à-porte pour les distribuer, mais les citoyens qui souhaitent récupérer les leurs directement auprès des bureaux des Foukountagne peuvent aussi le faire. Il convient de noter que plus de 11 millions d'électeurs sont inscrits dans le registre électoral de la CENI. Ces électeurs qui seront répartis dans 27 375 bureaux de vote. Nous allons suivre dans ce reportage les dates à retenir sur le processus électoral avec Seych Khajianas. La campagne électorale à la présidentielle débutera le 10 octobre. Elle durera 29 jours et se terminera donc le 7 novembre à minuit. Le 8 novembre, ce sera silence électoral. Et le 9 novembre, jour du scrutin dans les bureaux de vote de tout Madagascar. La distribution des cartes électeurs a également commencé le 10 septembre au sein de chaque Foukountain de tout Madagascar. Il sera livré en porte-à-porte selon les informations fournies par le président de la CENI. Toutefois, cela n'empêche pas ceux qui le souhaitent de se procurer la leur auprès du bureau du Foukountagne. Par ailleurs, la CENI a souligné la nécessité de renforcer la sensibilisation et l'éducation citoyenne pour accroître la participation électorale, a déclaré le président de la commission électorale indépendante. Marc Ravalman, les 9 autres candidats et le RMDM passent leur temps à inciter les groupes de personnes à faire des déclarations pour empêcher la candidature de Anjrazouel. On ne sait plus s'il s'agit de la peur des élections ou d'une tentative de déstabilisation comme il l'a fait en 2022. Édito de Jean-Claude Adjiamalal. En seulement un mois, le team, le RMDM et quelques candidats ont cherché divers moyens pour empêcher la candidature de Anjrazouel. Comme plan A, il y a eu les requêtes déposées auprès de la HCC, auprès du tribunal de première instance, sur un supposé non-détention de la nationalité malgache du candidat Radzouel. Les différentes déclarations qui se sont répandues même à l'extérieur, mais sans succès. Après cet échec, le plan B, des incitations à la haine envers Anjrazouel ont été propagées. La magistrate déchue, qui réside à l'extérieur, a été privilégiée, mais toujours sans succès. Ils ont véhiculé que Anjrazouel est un Français et qu'il déteste les Français. Pourtant, il demande l'aide aux Français. Certains candidats portent leurs critiques sur des chansons utilisées sur le terrain par Anjrazouel. Ces chansons ont-elles été achetées ou demandées spécifiquement au propriétaire pour que le candidat déclare que c'est sa chanson? Ce qui est drôle, c'est que tous les candidats étaient présents à la CENI pour le tirage au sort. Pourtant, ils redemandent le retrait de la candidature de Anjrazouel. Ils font une pression indirecte pour destituer la CENI, la HCC et le gouvernement. Bref, une incitation au trouble dans le pays. Pas plus tard qu'hier, l'avocat du team a fait une déclaration au nom du FFKM, faisant pression à la HCC de retirer la candidature d'Anjrazouel. Il y a eu aussi la déclaration de la société civile et du SAF-FJKM qui appelle à une émeute. Pour résumer, ces candidats ne pensent pas faire campagne.
Ne vaut-il pourtant pas mieux se concentrer sur la présentation du programme et de la vision du candidat au public plutôt que de passer du temps à faire ces annonces? Vous perdrez votre respect si vous passez tous les jours à la télévision et même les gens qui vous suivent s'ennuieront. Si vous êtes vraiment patriote, prêt à développer le pays, vous devriez avoir le courage d'affronter les élections du 9 novembre. Dans un tout autre sujet, la région Fitvnan peut opérer dans le secteur agricole d'ici la fin de cette année grâce à la collaboration avec une association étrangère. C'est ce qui a été conclu lors de cette deuxième journée de l'Agir qui se tient à Manakar. Un atelier de concertation s'y est tenu également ce matin. Reportage. Cultiver des denrées alimentaires telles que le riz, le maïs, l'arachide, le café et le girofle, tel est l'objectif de la région Fitvnan. Les agriculteurs ont reçu une formation sur la culture de ces produits octroyée par la Conservation internationale. La culture des pépinières fait également partie de cette formation. L'accompagnement de ces agriculteurs dans la transformation de ces productions en productions pérennes permettra à la région d'opérer dans le secteur agricole. C'est ce qui a été discuté lors de la deuxième journée de la GIR qui se tient à Manakar. Un atelier via visioconférence s'est également tenu avec la participation des compatriotes natifs de la région Fitvnan et assisté par le ministre des Transports. Le développement du tourisme et le marché extérieur pour les productions de cette région ont été discutés à cette occasion. À noter que l'Agir est une initiative du ministère des Affaires étrangères. Concernant les actualités sportives, 5 candidats ont déposé leur dossier auprès de la FMFI Sourac avant la date limite fixée par la commission électorale de cette fédération pour l'élection du nouveau président de la Fédération malgache de football ce jeudi à 18h. Ces 5 candidats qui vont passer le vote des 22 ligues de Madagascar le 14 octobre prochain. Fredo Rakutarsou. Rakutmalala Stanislas, qui avait déjà occupé auparavant le poste de secrétaire général de la FMF, Anjianouni Victorien, actuel président par intérim de la FMF, Rajamanapsu Alfred, actuellement premier vice-président de la FMF et aussi président d'honneur du club de l'LGCO+, Rakutumamundi Nepacek, qui a déjà occupé le poste de troisième vice-président du temps de l'ancien président Ahmad Ahmad, et Astina Douglas Wilson, président du club jeunesse football du Capricorne JFC, sont les 5 candidats qui ont déposé leur dossier auprès de la FMF pour l'élection du nouveau président de la Fédération malgache de football avant-hier à 18h. Selon les explications de la commission électorale, la convocation des électeurs sera publiée vers la fin de ce mois de septembre. À noter que la date des élections est fixée pour le 14 octobre. Le nouveau président de la FMF qui va remplacer Raoul Arzak Rabekout à la tête de cette fédération sera donc connu à cette date. Ensuite, les maquis de Madagascar, catégorie masculine, sont arrivés au Zimbabwe, lieu où se dérouleront les rencontres pour décrocher le ticket pour les Jeux Olympiques de 2024 organisés à Paris, la capitale de la France. 12 joueurs malagasy composent l'équipe et la plupart d'entre eux sont déjà des habitués des rencontres internationales. Les détails toujours avec Fredo Rakutarsou. Les maquis de Madagascar hommes, composés de Lach, le capitaine de l'équipe, ainsi que Tin, Sijek et Tiver, Reed, joueur 3FB, qui est de retour dans la liste des maquis, sont actuellement au Zimbabwe pour des rencontres afin de décrocher le ticket de participation aux Jeux Olympiques 2024 qui se tiendra à Paris. 12 pays s'affrontent pour remporter la victoire dans ce tournoi, dont le Zimbabwe, le pays hôte, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Kenya, la Zambie, Madagascar, la Tunisie, le Burkina Faso, la Namibie, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La compétition se déroule les 16 et 17 septembre au stade du Harare Sport Club selon le calendrier. Pour son premier match, l'équipe nationale malagasy affrontera les Tunisiens.
Ensuite, les Ivoiriens et le troisième match contre l'Afrique du Sud. Les deux premiers affronteront les demi-finales et les finalistes obtiendront les billets pour affronter les Jeux Olympiques. Place maintenant aux actualités internationales en Russie. Aucun accord n'a été signé pendant la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans le pays, commencé mardi, a déclaré ce jour le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. France 24. Une visite qui semblait présager un accord d'armement entre Pyongyang et Moscou. Finalement, malgré l'intérêt porté par Kim Jong-un sur ses avions de chasse russes, le Kremlin l'assure en tout cas officiellement, il n'a pas l'intention de rompre ses engagements internationaux. Aucun accord n'a été signé, qu'il s'agisse du volet militaire ou de tous les autres. Car officiellement, la Russie soutient les sanctions établies par l'ONU contre la Corée du Nord en 2006. Kim Jong-un a visité plusieurs usines aéronautiques ce vendredi dans la région de Khabarovsk, située dans l'extrême-orient russe. Au programme, l'inspection d'installations dédiées à la production d'avions de combat, mais aussi la démonstration en vol d'un chasseur Sukhoi Su-35. Le même type d'avion qui a été livré à Téhéran par Moscou. Via ce déplacement, le dirigeant nord-coréen suit ainsi les traces de son père. Pour certains dans l'usine, c'est la seconde fois qu'ils rencontrent le chef de l'État nord-coréen. Car en 2002, l'usine a été visitée par Kim Jong-il, le père du très respecté Kim Jong-un. Il y a plein de souvenirs de cette visite dans l'usine. Il y a des photos, il y a des vidéos. Washington soupçonne Moscou de se rapprocher encore de Pyongyang pour lui acheter des armes et ainsi renforcer son offensive en Ukraine. La Corée du Nord possède certaines ressources qui pourraient en effet intéresser la Russie. Elle produit en grande quantité des armes conventionnelles et dispose d'importants stocks de matériel soviétique. Pyongyang pourrait de son côté bénéficier de pétrole russe, mais aussi d'un accès à des technologies spatiales. Au bord d'un village en ruine, des habitants tirent l'eau du puits pour la transporter à Dodin, dans le campement de fortune où ils vivent depuis le séisme ayant dévasté des zones montagneuses du Maroc. Les détails avec France 24. Avec les moyens du bord, Mohamed Zidane met en place l'aide pour son village. Ici comme ailleurs, le tremblement de terre au Maroc a détruit toute infrastructure. L'âne est le seul moyen de locomotion possible. On utilise les ânes pour transporter l'aide et les biens car les routes n'existent plus et nous vivons dans la montagne. Les gens ont été durement touchés par le séisme. On vit à l'air libre et on n'a plus rien. Beaucoup de villages reculés sont coupés du monde, sans eau ni électricité. Les habitants déblayent inlassablement les gravats. Beaucoup sont contraints de dormir dans les rues. Les plus chanceux s'abritent sous des tentes de fortune. Une épreuve de plus pour de nombreux rescapés. C'est la première fois que des personnes sont contraintes de vivre ainsi dans des camps. C'est une situation indescriptible. Nous espérons un certain nombre de choses, à commencer par l'accélération des plans de reconstruction, afin que les gens puissent retrouver une vie normale. Le gouvernement marocain a annoncé la mise en place du premier volet de son aide d'urgence visant à soutenir et reloger les habitants de 50 000 logements endommagés. L'État devrait ainsi allouer 140 000 dirhams, environ 12 800 € aux propriétaires de logements entièrement détruits. Les Marocains peuvent également compter sur l'aide internationale. Les autorités ont notamment sollicité le soutien logistique de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar ou encore des Émirats arabes unis. La Croix-Rouge a de son côté lancé un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros. Et pour clôturer cette édition, la petite île italienne de Lampedusa s'efforce toujours vendredi de faire face à l'afflux de migrants en provenance d'Afrique du Nord après avoir accueilli plus de 7000 personnes, soit l'équivalent de la population locale. Reportage sur les images de France 24. Ce matin, les débarquements sur l'île de Lampedusa se sont poursuivis. Les gardes-côtes italiens ont porté secours à plusieurs dizaines de migrants à la dérive au large de l'île de Lampedusa. Il y a eu également 2 débarquements autonomes, c'est-à-dire 2 embarcations de migrants qui ont réussi à atteindre les côtes de l'île sans l'aide des gardes-côtes. La situation sur place reste compliquée, très compliquée. En ce moment, près de 4000
personnes sont entassées dans l'unique centre d'accueil de Lampedusa. C'est 10 fois plus par rapport à la capacité officielle de ce centre qui est d'environ 400 personnes. En réalité, un peu moins de 400 places. Pendant toute la journée, aujourd'hui sont prévus des transferts de migrants vers d'autres régions italiennes. La Croix-Rouge a indiqué l'objectif de réussir à transférer 2500 personnes d'ici la fin de la journée. En attendant, sur l'île, la solidarité s'organise. Les habitants de Lampedusa préparent des repas qu'ils partagent avec les migrants. Les volontaires de l'église distribuent de l'eau, des biens de première nécessité aux exilés, parmi lesquels des femmes, des enfants, des mineurs non accompagnés qui voyagent sans leurs parents ou des jeunes, parfois avec des brûlures, des blessures et des signes de torture. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie et rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.